Et il me revient le plaisir de présenter notre troisième intervenant, inaugurant donc cette journée. Et je vais le faire en citant un passage d'une publication qu'il a peut-être oubliée. La traversée depuis San Francisco a pris plus longtemps que prévu. La direction des alizés, en général si fiable, est inhabituelle et le navire peine dans une houle croisée. Il faudra finalement 3 semaines pour arriver sur l'atoll de Palmyre, au cœur de l'océan Pacifique. Graine d'océanographe, je vécus ainsi, en 1992, ma première expérience du phénomène El Niño, l'enfant terrible du Pacifique, qui modifie régulièrement courant et vent à l'échelle de la planète. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous renvoie à l'Éléphant, une très bonne revue de vulgarisation scientifique. Et je rappelle quand même plus précisément que Éric Guilliardi est océanographe, climatologue, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace, en expérimentation et approche numérique. Il est spécialiste donc des échanges océan-atmosphère et du rôle de l'océan dans le climat. Il étudie en particulier le phénomène El Niño et son évolution. Il a participé à la rédaction du chapitre 9 du 5e rapport du GIEC intitulé « Évaluation des modèles climatiques ». Il est également l'auteur d'un ouvrage grand public « Océan et climat, quel avenir ?» publié en 2008. Il a également publié avec Catherine Guilliardi l'ouvrage « Que feriez-vous si vous saviez ?» des climatologues face à la désinformation, publié en 2015 aux éditions du Pommier également. Et dans une tribune du Monde du 4 août 2017, il explique un petit peu, dans un article intitulé « La science en toute confiance », toute la rigueur qu'il met dans la mise en application de sa méthodologie. Et j'entre pas dans les détails, mais je pense que ça fait partie des apports considérables que Éric est venu nous offrir. Voilà, je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup pour cette introduction. Oui, d'aller aller repêcher cet article dans l'Éléphant, j'aurais pas pensé. Mais bon, donc c'est vraiment un plaisir d'être là. Je voudrais remercier le comité d'organisation, en particulier Nathalie Solomon, de m'avoir invité, partager le quotidien d'un climatologue. Donc pour continuer à me présenter, parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand on intervient dans le public, on en parlait hier avec certains d'entre vous. C'est important que les scientifiques se présentent, quand ils vont en public, disent qui sont, quelles sont leurs valeurs, pourquoi ils parlent, et ça participe à cette place de la science dans la société. Donc ça, c'est mon bureau à Jussieu. Bon, c'est pas un endroit des plus riants, mais comme on vient de le rappeler à l'instant, j'ai parfois d'autres bureaux plus sympathiques. Donc ça, c'est un bateau océanographe en Arctique, où on a la chance parfois d'aller explorer cette belle planète qu'on a. Alors, bon, pourquoi venir ici, d'où je parle? Alors d'abord l'invitation de ce colloque que je trouve vraiment très intéressant. Alors je pense que je vais apporter une perspective qui va être assez différente de ce qui va se rapprocher de ce qui a été présenté par notre génomicien hier. Hein, mais voilà. Donc, et puis aussi d'où je parle. Alors c'est plusieurs choses. D'abord, les sciences du climat sont une science que moi je trouve absolument passionnante, et donc venir partager ça, c'est toujours un plaisir, et quitter le laboratoire pour ça se fait toujours avec grand plaisir. Ensuite, bien sûr, le changement climatique, les défis environnementaux, c'est le défi, un des gros défis auxquels on est confronté. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis le dernier volet, et il y a des petites alarmes qui s'allument dans nos sociétés depuis quelque temps, c'est la confiance dans l'expertise, qui est quand même la base de nos démocraties. Alors là, vous allez voir, je vais faire une présentation en 2 temps, je vais revenir dans 1 minute. Il y a souvent le citoyen derrière le scientifique qui va s'exprimer. Alors j'essaierai de bien distinguer. Je prétends pas du tout être un spécialiste de démocratie ou de confiance ou de sociologie, mais je vais plus, par des échanges qu'on a dans notre communauté ou des lectures, me donner ma perspective personnelle là-dessus, qui se veut pas du tout académique. Hein. Donc tout de suite, je suis sûr qu'il y a des experts bien plus calés que moi ici sur ces aspects-là, mais c'est plus une perspective différente. Et donc il y a une vigilance à avoir en tant que scientifique pour ce pacte en fait entre la science et la société. Et alors en fait souvent je commence ces interventions grand public en disant quel lien il peut bien y avoir entre le climat que vous voyez ici, donc un assemblage, j'y reviendrai, les vaccins, une terre plate et l'impact de la cigarette sur le cancer du poumon. Alors, on peut vraiment se demander quel est le lien entre ces choses-là. En fait, c'est l'existence d'une controverse
dans l'espace public en l'absence de controverses dans l'espace scientifique. Et ça, c'est intéressant. Et donc, enfin, j'y reviendrai. Pourquoi est-ce que ce genre de dissonance, et alors parfois c'est pas aussi clair que ça, etc. Mais pourquoi est-ce que il peut y avoir un décalage voilà. Donc du coup, cette présentation en 2 temps dont je vous parlais, d'abord brièvement quand même vous rappeler ce qu'on sait du changement climatique. Donc là, je vais prendre ma casquette de climatologue qui représente une communauté de plusieurs centaines, voire de milliers de chercheurs, à travers le rapport du GIEC et ce qu'on sait. Et puis un deuxième, c'est une fois qu'on sait ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait en tant que scientifique, au-delà de rédiger ces rapports ou de faire avancer la science. Et là, ça sera une vision qui sera plus personnelle, je l'assume en tant que telle, mais disons, ça m'intéressera beaucoup d'avoir, quand on parle de perception, d'avoir un échange avec vous sur qu'est-ce que c'est d'être scientifique aujourd'hui dans le monde. Alors, donc le climat, la perception, le savoir, je vais revenir à la perception après, le savoir qu'on en a, c'est un assemblage de l'atmosphère, l'océan, la cryosphère, tout ce qui est la glace sur la Terre, les surfaces continentales ici, la biogéochimie dans l'océan, la chimie atmosphérique, etc. Donc c'est un système éminemment complexe, avec de très nombreux échanges. Et alors tout de suite, le climat, on se dit, il y a quelque chose à voir avec la météo. Alors là, en termes de perception, nous notre perception d'être humain, c'est la météorologie. Le climat, c'est un peu plus difficile. Mais en fait, il y a un moyen de vraiment voir ce que c'est que le climat. Le climat, c'est la moyenne du temps météorologique, de la météo, pendant un certain temps. Une saison, une année, 10 ans, 100 ans, 1000 ans. Dès qu'on moyenne du temps, ça devient du climat. Et une façon de s'en souvenir, c'est que le climat vous dit quels vêtements acheter. L'hiver arrive, vous allez acheter des doudounes, peut-être pas à Perpignan, mais des vêtements plus chauds. Et la météo vous dit quels vêtements porter. Donc en termes de perception, c'est souvent là aussi où quand on va se heurter la perception du grand public sur les changements climatiques, il y a une confusion entre la météo et le climat, qui est normal parce qu'on vit dans la météo. Le climat, alors on peut se projeter, se dire, oui, il y a l'hiver, c'est vrai qu'en moyenne ça va être plus chaud, l'été ça va être plus froid, mais dès qu'on parle de différence entre été et hiver, c'est le climat, déjà, on arrive. Alors, comment ça marche cette machine, ce climat? C'est une machine thermique en fait, une machine climatique. Donc ici, imaginez que j'ai amené la Terre devant vous, une boule d'1 mètre de diamètre. J'ai pris une grande hache, que je l'ai coupée en plus dans un château. Il y a dû avoir des haches et des têtes coupées ici, j'imagine. Donc on coupe la Terre. Ici, vous avez l'axe de rotation de la Terre, l'équateur. Donc c'est un quart qu'on voit. Donc ça, c'est le centre de la Terre, l'écosse terrestre, l'océan, l'atmosphère. Alors évidemment, c'est pas du tout à l'échelle. Alors, si je vous apportais la Terre devant vous d'1 mètre de diamètre, à votre avis, l'épaisseur combinée de l'océan et de l'atmosphère, c'est combien? Qui veut tenter? 1 millimètre là-bas. Qui dit mieux? Alors, effectivement, c'est quelques millimètres. Donc c'est très très fin. C'est pour ça qu'on va pouvoir le perturber en fait. C'est vraiment très fin. Donc c'est pas du tout à l'échelle. Alors la source d'énergie, c'est le Soleil. Là aussi, c'est pas du tout à l'échelle. Le Soleil, il a 150 millions de kilomètres. Donc et ce qu'on voit, c'est que les rayons du Soleil qui arrivent à l'équateur vont se répartir sur une plus petite surface que les rayons qui arrivent aux plus hautes latitudes. Donc la quantité d'énergie par unité de surface, elle est plus importante dans les tropiques qu'aux plus hautes latitudes. Alors en retour, la Terre réémet de la chaleur, comme tout corps chauffé, réémet de la chaleur qui est à peu près uniforme. Donc c'est ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge. Quand vous avez une pierre qui a été chauffée toute la journée au soleil, le soleil s'en va, vous approchez votre main et vous recevez de la chaleur. C'est du rayonnement infrarouge. Et donc si on fait un bilan d'énergie, ici on est à 0, donc on a un maximum d'ensoleillement à l'équateur et un minimum qui est parfois même à 0. Vous savez qu'au pôle Nord, donc c'est 0. Et on voit ce qui s'en va, c'est à peu près constant. Donc on a une zone de gain, la zone tropicale, et une zone de perte aux plus hautes latitudes. Alors s'il se passait rien, les tropiques ils chaufferaient à l'infini et les hautes latitudes se refroidiraient à l'infini. Alors on sait que c'est pas le cas. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que l'océan et l'atmosphère transportent l'excès de chaleur des tropiques vers les plus hautes latitudes. Et ce qui fait que du coup on a cette température à peu près uniforme. Alors c'est sûr qu'il fait plus chaud à l'équateur qu'au pôle, mais globalement, s'il n'y avait pas ces fluides qui transportent la chaleur, il y a des contrastes beaucoup plus importants. Donc ça, c'est vraiment la base de la machine climatique. C'est ce transport d'excès de chaleur par les courants océaniques, par les vents dans l'atmosphère. Alors, maintenant,
la question scientifique, je vais revenir tout à l'heure à cette notion de question scientifique que nous on s'est posée donc il y a des dizaines d'années maintenant, c'est on observe, donc ici vous avez depuis 1880 l'époque où on commence à avoir suffisamment de thermomètres sur la Terre pour que la moyenne de ces thermomètres soit significative, et jusqu'à aujourd'hui, la température moyenne sur la Terre. Donc chaque carré noir est une année, et puis en rouge on fait une moyenne glissante sur une dizaine d'années. Et donc on voit cette augmentation, ici en particulier marquée depuis la fin des années 60, et du coup, voilà, la question scientifique qui sont posées, c'est à quoi est due l'augmentation de température de la Terre qu'on observe. D'abord, est-ce qu'elle est significative? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres exemples dans le passé? Et puis à quoi c'est dire? Vous connaissez la réponse, oui, c'est significatif, et cette augmentation est liée aux activités humaines. Hein, donc mais vraiment la démarche scientifique qu'on a eue, c'est d'abord se poser cette question. On a une observation. Alors, pour répondre à cette question, d'abord, il a fallu comprendre ce qui faisait varier le climat. Donc, on a parlé du soleil. Bien sûr, la première source d'énergie, c'est le soleil. Donc, toute variation d'ensoleillement va modifier le climat. On sait aujourd'hui que les périodes glaciaires interglaciaires, qui arrivent tous les 100 000 ans, sont liées à l'orbite de la Terre autour du soleil qui change. Voilà. Mais il y a d'autres sources de variation, par exemple les volcans ou les gaz à effet de serre. Alors, un volcan, qu'est-ce qui va se passer pendant un volcan? Donc ici, j'ai rajouté un volcan. Et donc, les volcans, ça envoie des cendres dans l'atmosphère. En général, quand on a une classe d'enfants, on leur demande, à votre avis, un volcan, ça réchauffe ou ça refroidit le climat? Ils répondent tous comme un seul homme, ça réchauffe, parce que c'est chaud, mais en fait, non, ça refroidit. Pourquoi? Parce que les cendres se répartissent assez rapidement par la circulation de l'atmosphère dans la haute atmosphère, et c'est des particules soufrées, etc. Et ça fait parasol, et donc ça refroidit. Donc pendant 6 mois à 1 an, suivant la force de l'éruption volcanique, on va avoir un refroidissement du climat qui peut atteindre 0,5 degrés au niveau global, hein, ce qui est pas négligeable. Autre source de forçage externe, comme on dit, c'est-à-dire qui vient pas de variation interne au système, c'est le rôle des gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, il y a d'abord la vapeur d'eau, mais ensuite il y a le dioxyde de carbone, ce fameux dioxyde de carbone, il y a le méthane, il y a un certain nombre d'autres particules. Et comment est-ce que ça fonctionne? C'est en fait, l'atmosphère est à peu près transparent au rayonnement solaire, donc on voit bien quand le soleil arrive, ça chauffe le sol. Et en retour, ça renvoie de la chaleur, mais cette chaleur sous forme, elle change de rayonnement, c'est de la chaleur infrarouge, et cette fois-ci, elle va être piégée par les gaz à effet de serre. C'est-à-dire en fait, du coup, ce rayonnement va repartir, va être attrapé par ces molécules de gaz à effet de serre, renvoyé vers le sol, etc. Donc ce ping-pong, c'est l'effet de serre. Une autre image, c'est de se dire, vous êtes dans une pièce froide et vous mettez une couverture sur vous. La chaleur de votre corps va vous être renvoyée par la couverture et vous garde au chaud. Hein, les gaz à effet de serre, c'est ça. C'est une couverture un peu spéciale, parce que c'est l'atmosphère, mais c'est une couverture. Du coup, les gaz à effet de serre, ça réchauffe. Et sans gaz à effet de serre, la température moyenne de la Terre serait pas à 15 degrés, mais à moins 18. Donc voilà, les gaz à effet de serre sont essentiels au développement de la vie. Alors, ce qui va se passer, bien sûr, c'est que si on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'on fait? On augmente l'épaisseur de la couverture, donc en dessous, on va avoir plus chaud. Hein, donc ça, c'est la base de cet impact qu'on a sur le climat. Alors, du coup, dans nos expériences sur essayer de comprendre les hypothèses d'où vient ce réchauffement, on a fait des expériences. Alors, comme je le disais à l'instant, nous, on peut pas, comme nos collègues physiciens ou chimistes, prendre une paillasse, mettre 4 tubes à essai, puis essayer des mélanges, ou nos amis généticiens, etc., faire des expériences. Nous, notre objectif, c'est la Terre, il n'y en a qu'une. D'ailleurs, ça fait partie de pourquoi il faut bien s'en occuper. Donc, ce qu'on fait, on fait des planètes numériques sur ordinateur. On représente tout ce système complexe en équation. Donc, ça fait des centaines de milliers de lignes informatique pour représenter l'atmosphère, l'océan, les échanges, etc. Et d'ailleurs, il y en a un que vous connaissez bien, que vous regardez tous les jours, peut-être sans le savoir, c'est le modèle d'atmosphère de Météo France qui donne les prévisions du temps. Donc on utilise ce modèle pour à la fois se projeter dans le futur, en prévision ou en projection, ou comme outil d'expertise pour faire des expériences. Qu'est-ce qui se fait si j'augmente le CO2, si je coupe l'effet de l'océan, si je change la représentation des nuages, etc. Pour nous, c'est vraiment notre outil principal d'expérimentation. Donc, on a pris ces outils, ces fameux modèles informatiques de climat, et d'abord, dans un premier temps, on a pris que ce qu'on appelle les forçages naturel. Alors là, on pourra avoir tout un débat, j'imagine, avec des experts dans la salle sur qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est pas naturel, est-ce que l'homme est naturel ou pas. Enfin bon, nous, on veut juste prendre les effets avant l'impact de l'homme, on va dire. Donc on prend que le soleil et les éruptions volcaniques. Donc ici, on retrouve notre courbe observée en noir, et ça, c'est tous les résultats des modèles. Et en bleu,
Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir, jusque dans les années 60, bon, c'est pas trop loin, mais on rate complètement cette augmentation à partir des années 60. On voit les impacts des éruptions volcaniques, hein, régulièrement, qui refroidissent, mais on rate le réchauffement. Et c'est uniquement quand on rajoute l'effet de l'homme, donc c'est les gaz à effet de serre, donc les émissions de dioxyde de carbone, mais aussi la déforestation, les émissions de méthane, les usages des sols, etc. Hein, il y a un certain nombre d'autres impacts. Et là, on voit qu'on peut reproduire cette augmentation. Donc ça fait partie, il y a d'autres preuves, hein, un faisceau de preuves, où nous on se rend compte de ça il y a 25 ans, on tire la sonnette d'alarme en disant attention, nous sommes en train de réchauffer le climat. Alors, ça c'est. Alors une autre façon de le voir, un autre élément de preuve, c'est de partir en Antarctique, où là il y a 3000 mètres d'épaisseur de glace. Cette glace, quand elle se forme, elle emprisonne des bulles d'air, et donc dans les bulles d'air, on a la concentration de dioxyde de carbone depuis très longtemps. Puisque en fait la neige qui s'accumule et forme de la glace, il neige assez peu, et sur 3000 mètres d'épaisseur de glace, on repart 800 000 ans en arrière, hein, presque 1 million d'années en arrière. Et donc on voit ici ces cycles glaciaires interglaciaires tous les 100 000 ans. Ça, c'est la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la température. Hein, dans une période glaciaire, il fait plus froid, et on a un niveau de dioxyde de carbone qui est à peu près à 180 particules par million en volume, hein, c'est l'unité. Et en période interglaciaire, qui est la nôtre en ce moment, hein, nous on est ici, on est sorti d'une période glaciaire il y a à peu près 10 000 ans. Le dernier maximum glaciaire, c'était il y a 20 000 ans. On a, à peu près 280 particules par million, et il fait plus chaud. Donc ça, c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil. Hein. Alors c'est pas exactement, c'est pas un pendule, parce qu'il y a aussi le rôle de l'océan profond. Enfin, c'est un système où il y a des variations internes. Hein. Et aujourd'hui, on en est là. On est à plus de 400. Donc c'est-à-dire qu'en l'espace de 150 ans, ce qui à l'échelle du climat c'est un instantané, ça nous semble très long, on a fait plus 40% au niveau connu depuis 1 million d'années, voire même bien plus. Hein. Donc en fait on est en train de faire une expérience totalement involontaire sur le climat, mais une vraie expérience sans équivalent dans le passé. Donc aujourd'hui ce qu'on dit, c'est que le réchauffement observé depuis les années 1960, détecté depuis les années 1960, on ne peut pas l'expliquer autrement que par l'effet de l'activité humaine. Alors ça, c'est où on est aujourd'hui. Ensuite, on peut utiliser nos modèles, ces outils, pour se projeter dans le futur. Alors, une projection, c'est pas une prévision, hein, ça dépend d'un scénario. Et vous avez tous entendu parler de la COP 21, où on veut limiter le climat à 2 degrés. Pour ça, il y a des scénarios d'émissions, ou des scénarios sobres, qui vont être celui-là. Donc, des économistes, des géographes, des spécialistes des sociétés humaines se réunissent et font plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et nous, on prend ces scénarios, on les met dans nos modèles et on voit ce que ça fait à la fin du siècle, à l'horizon 2100. Donc, suivant qu'on a un scénario sobre, c'est-à-dire qu'on agit de façon radicale maintenant sur l'émission de CO2, ou pas, on a une différence. Ici, on a un réchauffement. Donc ça, c'est 1950, pardon, cette fois-ci 2000, et là 2100. Donc vous voyez qu'on arrive à limiter le réchauffement ici à 2 degrés dans ce cas-là. Par contre, là, on monte jusqu'à 4-5 degrés à l'horizon 2100, si on fait dans le scénario du laisser-faire. Alors vous allez me dire 2 degrés, 4 degrés, vous chipotez là, hein, parce que dans une variation d'une journée, on a 15 degrés de variation, mais déjà deux chiffres. Je donnais l'image hier à certains d'entre vous. Votre température, plus 2 degrés, vous êtes à 39. Bon, vous prenez l'aspirine, vous restez au lit, ça passe. Plus 4 degrés, si vous êtes encore en vie, vous êtes en réanimation à l'hôpital. Hein, donc le climat, c'est un réglage fin aussi. C'est la différence de température globale entre une période glaciaire et interglaciaire. Alors, une période glaciaire, je vous rappelle qu'il y a 2 km de glace au nord de l'Angleterre, au nord du Canada, il y a 120 mètres de niveau de la mer en moins. Enfin, il y a 5-6 degrés de différence globalement. Donc c'est des chiffres extrêmement importants. Et il y a eu un rapport sur 1,5 degré du GIEC qui est sorti il y a quelques semaines, vous en avez entendu parler, chaque demi-degré compte. C'est-à-dire chaque demi-degré de réchauffement en plus va s'accompagner d'impacts encore plus importants. Alors, voilà, donc ça c'était tout l'enjeu de l'accord de Paris, hein, de limiter à 2 degrés. Alors, en termes de perception, je me suis dit, je vais vous amener cette animation. Si le CO2 qu'on émet était un gaz mauvais, qui sent mauvais et qui est marron, on aurait résolu le problème depuis un moment. Le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte. Passer de 300 ppm à 400, de toute façon c'est transparent. Donc là, je vous ai amené une animation où on voit ce CO2. Hein, donc ici, vous avez pendant 1 an la quantité de dioxyde de carbone intégrée sur toute l'atmosphère, vue par satellite.
Donc ici, vous avez l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie du Sud-Est. Ici, c'est l'échelle de dioxyde de carbone. Là, on est au mois de mars en 2006. Et donc, vous voyez les émissions des zones industrialisées. Parfois, même le panache d'une ville en termes d'émissions. Vous voyez qu'aussi qu'on est tous dans le même bateau. C'est pas parce que l'Europe décide d'arrêter d'émettre que le problème est résolu, parce que la circulation atmosphérique transporte tout très rapidement entre les différentes régions. Vous voyez aussi la différence entre les deux hémisphères. Il faut plusieurs années pour que les deux hémisphères se mélangent pour des raisons de circulation de l'atmosphère. Ça finit par se faire, mais il y a quand même beaucoup moins d'activité d'émissions de CO2 ici. Alors là, regardez, on est au mois de juin et regardez ce qui se passe. Forte diminution. Alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Moi. Ah ouais, alors là, bravo, chapeau. En général, la réponse c'est les vacances, ou il y a moins de chauffage, ou c'est effectivement la végétation qui se met en route, qui va absorber. Vous savez qu'une plante absorbe du CO2, relâche de l'oxygène, et donc en fait, il y a un cycle annuel sur la Terre du CO2 qui vient du fait qu'il y a beaucoup plus de forêts boréales dans le nord que dans le sud, enfin des forêts de moyenne latitude, et donc voilà, plus de végétation. Donc ça, en fait, ça nous permet de visualiser déjà de se dire que c'est... Et en fait, du coup, l'activité humaine se superpose sur ce cycle annuel. On a une tendance qui monte comme ça, peu à peu. Et en fait, la moitié des émissions de dioxyde de carbone ne reste pas dans l'atmosphère. Elle est absorbée par les continents, donc les plantes qui poussent plus, mais aussi les océans. Voilà. Donc, tout ça pour dire que sans les océans et les continents, on ne serait pas à 1 degré de réchauffement, on a vu à peu près, mais à bien plus. Donc c'est notre rôle aussi, c'est de comprendre comment marchent ces deux puits de carbone. Voilà, donc ça, en termes de perception, je trouve ça intéressant de voir, parce que c'est autour de nous, c'est dur Donc voilà, donc là je vais finir cette partie sur le climat. Donc ce que l'on sait, c'est que le changement climatique, c'est une réalité. Ce sont les activités humaines qui le causent. Le consensus scientifique est large. Je vais y revenir. Cela engendre des impacts négatifs sur nos sociétés. Certains sont inévitables, donc il va falloir se préparer. C'est ce qu'on appelle l'adaptation, c'est extrêmement important. Mais on a de nombreuses solutions pour limiter les pires impacts. Un monde à 4 degrés, ça n'a rien à voir avec un monde à 2 degrés. Un monde à 4 degrés, c'est 30 jours de canicule par an en France. Aujourd'hui, on en a 3. Un monde à 2 degrés, c'est 5, 6, 7 jours de canicule. Donc oui, ça n'a vraiment rien à voir. Donc pour ça, il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, en particulier CO2, qui a un temps de résidence dans l'atmosphère assez élevé. Voilà. Alors l'enjeu il est global, mais en fait les solutions sont vraiment, c'est chacun localement qui doit voir, chaque communauté locale. Alors maintenant, donc là je change de casquette. Là je représentais le résultat de recherche de toute une communauté. Là je reprends ma casquette à moi. C'est une fois que l'on fait ça, une fois que l'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait en tant que scientifique? C'est ça qui va m'intéresser dans le reste. Alors effectivement, comme le rappelait Jean-Louis, c'est ça. D'un coup, j'ai eu un doute parce qu'il y a des Jean-Christophe, Jean-Louis, voilà, Jean-Louis. Tout à l'heure, donc avec ma sœur qui est journaliste, on a écrit au moment de la COP 21 ce livre. Que feriez-vous si vous saviez des climatologues face à la désinformation? Et c'était un peu de montrer l'envers du décor de qu'est-ce que c'est que d'être scientifique quand on se retrouve aux prises avec la société. Et c'est ce que je vais essayer de partager dans la suite. Alors, déjà, le citoyen derrière le scientifique, j'aime beaucoup cette phrase de Sherwood Roland qui a gagné, je sais pas ce qui se passe avec le projecteur, là, il fait de la stromboscopie. C'est des connecteurs. Voilà. Donc, qui dit en gros à quoi ça sert d'avoir développé une science au point de pouvoir faire des prévisions suffisamment précises si tout ce qu'on est prêt à faire, c'est rester les bras ballants en attendant qu'elles arrivent. Et c'est vrai que on se pose vraiment la question. Alors, on peut, en tant que scientifique, on peut se dire nous, on a fait le diagnostic, maintenant c'est plus notre problème, c'est à la société de s'en emparer. Mais quand elle met du temps à s'en emparer, ça pose la question de ce qu'on fait. Donc, du coup, les quelques points dont je voulais parler dans le reste, entre sciences et société, donc c'est quelle perception. Déjà parler du pacte.
entre les scientifiques et la société. Qu'est-ce que c'est que la démarche scientifique? Les rôles du scientifique, science, fait et opinion. Comment on fait dans un monde où les opinions vont compter autant, voire plus que les faits. Et parler du rôle des médias. Et ensuite, que faire? Donc le pacte Science-Société, beaucoup de la motivation... alors, il y a beaucoup de scientifiques dans la salle, mais que de dire que les choix de société qu'on fait sont basés sur la science et dans l'intérêt général. Ça, c'est un peu l'idéal, je pense, qui motive beaucoup, en tout cas de chercheurs, de faire leur travail, de faire avancer la connaissance. Il y en a qui sont juste curieux et qui se moquent du reste, mais quand même beaucoup, on fait partie de la cité, de la société. C'est un fonctionnement qui est à la base des démocraties, et on voit bien que la science dans les pays non démocratiques a beaucoup de mal à se développer. C'est pas un univers favorable, mais ça suppose des droits, des devoirs et une éthique, certes des scientifiques, mais aussi des citoyens, des médias et des autres corps intermédiaires. Sinon, ça marche pas. Et quand ce pacte est en danger, c'est le retour à l'âge des cavernes, ou ce qu'on appelle l'obscurantisme. Donc, alors, le siècle des Lumières, si j'en parle avec certains d'entre vous, c'est pas forcément rose avec le siècle des Lumières, mais ça a quand même été des idéaux de progrès, de raison, d'universel qui élèvent la connaissance au-delà des croyances. Alors, je sais plus avec qui j'en parlais, mais on a peut-être jeté aussi les mythes et les rites un peu avec l'eau du bain, et surtout peut-être là ça dépasse largement mon expertise, mais ce que je veux dire, c'est que quand même ça a été un progrès en termes de bien-être pour la plupart des êtres humains, de progrès. Donc si on est parti trop loin, il faut peut-être pas non plus rejeter le bébé avec l'eau du bain en se disant il faut revenir à une période obscurantiste. Non, c'est bon. Je ne veux pas trop passer de temps là-dessus parce que je ne prétends pas d'avoir de compétences ou de connaissances. Là, c'est vraiment le citoyen derrière le scientifique. Alors, la démarche scientifique, donc là, je reprends ma casquette scientifique. Donc, c'est vraiment une machine. Je suis désolé, je regarde plus l'écran parce que vous êtes obligés, mais est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe Donc c'est une machine à fabriquer de la connaissance, et ça c'est d'abord une méthode. On se pose une question, j'en parlais tout à l'heure, on émet une hypothèse ou des hypothèses pour essayer d'aborder cette question. On va faire une expérience pour essayer de valider ou d'invalider l'hypothèse, ça on obtient des résultats. Suivant ces résultats, on va peut-être refaire une autre hypothèse, plusieurs fois cette boucle, et à la fin, ces résultats, on en trouve des conclusions, on les publie. Donc ça, c'est vraiment cette démarche scientifique. Alors pourquoi j'insiste dessus? Pour ça, nombre d'entre vous, elle est évidente parce que c'est votre pratique quotidienne. Mais en fait, il y a très peu de gens, dans le grand public, dans nos décideurs, dans les gens qui prennent des décisions, qui la connaissent. Et c'est souvent un souci. On verra ça. Donc, une fois que cet article va être relu par des pairs, c'est-à-dire d'autres experts du domaine, parfois, l'article est refusé parce qu'il y a une erreur qui est trouvée, il y a un problème de méthode, et quand il est accepté, il est publié, il vient participer à la connaissance. Alors, un article publié, ça suffit pas. Il faut qu'il soit retrouvé par d'autres études indépendantes, qui soit, et peu à peu, à force d'être cité, cet article, d'être repris, etc., ça participe à l'édifice de connaissances. Donc, il faut du temps. Il y a tout un... souvent, il y a des journaux comme Nature et Science, ils sont là pour faire le buzz au niveau médiatique, d'abord, et on va voir une étude, oh là là, on en parle partout et ça révolutionne tout. En fait, je crois que c'est 75% des articles dans Nature et Science, au bout de quelques années, on se rend compte qu'ils étaient faux, ils étaient pas bons parce qu'ils sont à la limite de la connaissance. Donc le temps est vraiment important pour asseoir la connaissance. Et ça, dans nos sociétés où tout va très vite, c'est une notion qui n'est pas forcément facile à faire passer. Alors évidemment aussi, les vérités scientifiques sont temporaires et réfutables. Ça, c'est du Popper. Et c'est parce qu'elles sont, temporaires et réfutables qu'on peut avoir confiance. Une croyance, c'est éternel et pas réfutable. Donc c'est un bon critère pour alors évidemment, il y a des controverses scientifiques qui se passent dans le cénacle des conférences et des revues à comité de lecture, très privées, entre experts, où là, effectivement, les mêmes faits vont être interprétés de façon différente par deux groupes de chercheurs qui suivent cette même démarche.
mais qui va se résoudre au bout d'un moment. Parfois, il faut 10, 20, 30, 40, 50 ans pour résoudre une controverse scientifique. Et c'est normal, il faut du temps. Mais voilà. Alors, là-dedans, les missions et rôles du scientifique, lesquels sont-ils? D'abord, le premier rôle, c'est faire avancer la connaissance. C'est très clair. Hein, on est d'abord là pour ça, la curiosité, comment ça marche. Mais on peut avoir écrit le plus extraordinaire, avoir trouvé le plus extraordinaire résultat. Si on le garde pour soi, il servira pas. Il pourra pas. Donc, il faut partager cette connaissance. Donc ça se fait par les publications, l'enseignement, la formation, dépôt de brevets, etc. Ensuite, l'autre, c'est par l'expertise, soit au niveau public, soit au niveau privé. Par exemple, l'exemple du GIEC, que je vais redonner, mais aussi par de la médiation scientifique, d'aller dans des classes, de rencontrer des élus, du grand public, de partager cette connaissance. Alors, il y a aussi contribuer au débat de société, donc des interventions, conférences, tables rondes, interviews et médias. C'est une part qui peut être un peu, j'y reviendrai tout à l'heure, intimidante quand on est chercheur dans son laboratoire. Et puis, ça va jusqu'à aussi l'engagement associatif, politique, où là, on va plus passer au niveau personnel, des chercheurs qui sont aussi citoyens. Mais dans tous les cas, toute cette deuxième partie, ça suppose de sortir du laboratoire. Et ça, c'est une démarche qui va pas de soi, qui est, comme je disais, qui peut être assez intimidante, inquiétante, où on se dit, oulala, on est tellement bien dans notre laboratoire, dans notre cocon de gens qui partagent nos valeurs et qui pensent comme nous. Moi, mes premières années de chercheur, ça a été ça, j'étais très bien. Mais il y a un moment, pourquoi on va passer le pas de sortir du laboratoire? Alors, évidemment, il y en a plein qui disent, oh là là, moi, j'ai pas signé pour ça, de se retrouver dans l'arène, si vous êtes sur un plateau télé cuisiné par un journaliste qui connaît rien, qui a invité quelqu'un qui connaît encore moins, et vous vous retrouvez tout d'un coup. Voilà. Donc, faut pas y aller comme ça. Mais en même temps, si on n'y va pas, et ça, c'est vraiment important, qui fournira les éléments scientifiques nécessaires au débat public? C'est vraiment qui d'autre? Il n'y a personne d'autre que nous, scientifiques, qui pouvons aller apporter à la société ces éléments scientifiques. Parce que on s'est rendu compte, nous, en tant que climatologues, beaucoup de gens parlaient en notre nom. Que ça soit des gens pour nier ce qu'on faisait, ou nos résultats, ou pour dire c'est la fin du monde, ou proposer une dictature verte, ou je ne sais quoi d'autre. Et en fait, il y a un moment où on s'est dit, ça suffit. Nous, on va aller dire les résultats de la science et ce qu'on a. Donc, on a ce rôle. Et on voit aujourd'hui dans biodiversité, les problèmes de migration, ce même mouvement de chercheurs qui entendent et qui voient du n'importe quoi, et qui se disent c'est pas possible de laisser ça. Donc, mais voilà, comment on le fait, ça c'est. Alors, la perception du scientifique dans la société, elle est en évolution, comme toujours. Il y a encore une grande confiance, toutes les études d'opinion le montrent, dans la personne du scientifique. Comparé aux politiques ou aux journalistes, je crois un scientifique, ça va être à 80% de confiance, et politique et journaliste, c'est à 20%. Donc voilà. Mais il faut en tenir compte. Par contre, si on se présente en tant que représentant une institution scientifique, alors là, hop, on rejoint les 20%. La notion d'institution, elle est louche. Donc oui, cette image de professeur Nimbus dans sa tour d'ivoire ou qui est conseiller du prince, donc il y a un certain nombre d'images qui véhiculent. Aussi, est-ce que le scientifique travaille pour l'intérêt général ou pour l'intérêt privé? Regardez le cas des vaccins. Le vaccin est un bon exemple de ah oui, mais les experts ils sont payés par les compagnies pharmaceutiques, donc je vais pas vacciner mon enfant. Voilà, donc ce genre de choses arrive, et ça relève d'une crise de confiance dans l'expertise, mais qui est très large, qui dépasse. Donc il y a eu des abus d'expertise. C'est un vrai problème de comment est-ce qu'on fait. Alors certes au niveau du grand public, mais aussi au niveau maintenant de politique. Et ça c'est nouveau et inquiétant. Quand on voit un monsieur Trump qui s'assoit sur la science. Alors ça c'est évident, c'est tout ça. Mais au Canada, le gouvernement Harper, pendant 10 ans, a interdit aux scientifiques payés par l'État de s'exprimer sur le changement climatique dans les médias. Donc ça, on sait peut-être moins. En Australie, il y a quelque temps, un gouvernement aussi est arrivé en disant bon, ok, le changement climatique c'est bon, on sait, on va licencier la moitié des chercheurs dans ce domaine-là. Donc il y a des vrais enjeux dans la connaissance, ça a besoin de temps, de stabilité. Alors l'expertise, elle est
fiable, si elle est donc ces trois adjectifs sont essentiels. S'il y en a un qui manque, ça faut allumer toutes les sonnettes d'alarme. Si elle est compétente, plurielle et indépendante. S'il manque un de ces trois éléments, là, ça devient effectivement très très dangereux. Quelqu'un qui va être compétent, indépendant, mais qui est tout seul, acclamer quelque chose, faut être vigilant. Quelqu'un qui est pas compétent, enfin aucun des trois, alors là c'est encore pire, et ça occupe beaucoup de plateaux de télé et de radio. Enfin on rigole, mais le nombre de gens qui sont présentés comme experts et qui ont aucun de ces trois-là, voilà, bon, c'est... Alors, donc le GIEC s'est organisé à la fin des années 80. Donc le GIEC, qu'est-ce que c'est ? C'est le groupe intergouvernemental des experts du climat, IPCC en anglais. Et une organisation qui est tout à fait, unique en son genre, au moment où ça a été créé, très original. Je vais revenir sur son fonctionnement. Son mandat, c'était d'établir un bilan de l'état des connaissances. C'est pas de faire de nouvelles recherches. C'est parmi toutes les publications à comité de lecture qu'il y a eu, quels sont les points de consensus et les points de débat donc alors sur quoi ? C'est fournir un état de l'art scientifique sur coordonné au niveau international, sur l'amplitude et l'évolution du changement climatique, les impacts socio-économiques et environnementaux potentiels et les stratégies de réponse possibles. Donc là, vous avez les trois groupes de travail du GIEC, la base physique, les impacts et les stratégies d'atténuation. Comment on fait pour limiter les émissions ? Alors plutôt, quels sont les moyens pour limiter les émissions ? Parce qu'il y a voilà, donc c'est moi, je suis désolé du thromboscopique là. C'est une synthèse des articles scientifiques avec comité de lecture, identifié, ça je l'ai déjà dit. Et il y a un rapport qui est fait, le rapport global est fait tous les 6-7 ans. On est en train de préparer le 6e rapport qui sortira en 2020. Et alors un rapport du GIEC, c'est 600 auteurs, 3500 relecteurs, 140 000 commentaires. Et aujourd'hui, sur le 5e rapport du GIEC, donc qui est le dernier, vous allez sur Internet et vous avez de façon tabulée tous les commentaires reçus, qui les a fait et la réponse apportée par le GIEC. Donc un processus d'une transparence qui est sans équivalent dans l'établissement. Donc comment... Alors oui, je vais le dire à ce niveau-là. En fait, le GIEC est issu de l'ONU. Donc c'est un organisme politique, c'est les pays entre eux, les 195 pays qui ont représentant au GIEC, et ces pays régulièrement vont faire une commande aux scientifiques en disant on voudrait savoir donc ces phrases-là. Alors ils vont peut-être dire des choses plus précises, où est-ce qu'on en est de la désertification ou de ceci, de cela. Les scientifiques s'emparent de ça, en font une structure qui colle avec la science, parce que les politiques ne sont pas des scientifiques, donc une structure qui est plus scientifique, repropose ça aux politiques, ils disent « Ok, on y va », et là, il n'y a plus d'interférence, plus d'échange entre les scientifiques et les politiques pendant les 3-4 ans d'établissement du rapport, où il y a donc tous ces commentaires, ces relectures, et à la fin, le résumé pour les décideurs, qui fait une 30aine de pages, est approuvé ligne à ligne dans une plénière du GIEC, où là, les pays peuvent revenir en disant « Je suis pas d'accord avec ça », mais s'ils sont pas d'accord avec ça, il faut qu'ils expliquent scientifiquement quel est leur argument pour dire « Je suis pas d'accord ». Et ça peut être des discussions longues, mais à la fin, le rapport est signé par les 195 pays. Donc la force de ce rapport, c'est que c'est une expertise scientifique de très haute qualité, mais politiquement signée par tous les pays. Et c'est ça qui a permis que la COP 21 donne l'accord de Paris. Il n'y a aucun pays qui a pu dire « Ah, moi je suis pas d'accord avec les conclusions des scientifiques ». Ah oui, mais vous l'avez signé il y a quelques années. Donc c'est assez original comme formation, et c'est redoutablement efficace en termes de transmettre une connaissance scientifique à l'usage du politique. Alors, la fabrique du consensus, on demande souvent, mais vous votez, comment vous faites pour déterminer non, le consensus, c'est une discussion entre experts qui dure longtemps, qui dure 3 ans, qui est pas du tout conflictuelle. En fait, c'est juste quel est le degré de confiance qu'on va avoir dans certains résultats. Il n'y a pas de vote, on travaille, on échange. Et en fait... comment est-ce qu'on fait on met sur tout ce qu'on dit dans le rapport du GIEC, il y a un degré de certitude. Alors on en parlait aussi hier. Alors nous appelons ça, nous scientifiques, l'incertitude, mais j'ai appris à ne plus utiliser ce mot face au grand public, parce que quelqu'un qui parle d'incertitude, il ne sait pas de quoi il parle. Et c'est vrai, parce que scientifiquement, ça a une signification bien précise. Donc maintenant, je parle de degré de certitude. C'est la même chose, mais c'est vrai que voilà, est-ce qu'on est vraiment sûr, très sûr, archi sûr. Vous voyez qu'il y a toute une gradation
qui est dans ce tableau ici, avec des probabilités. Et en fait, comment on fait pour déterminer ce degré de certitude? On voit le niveau de preuve, le type, la quantité, la cohérence des preuves et l'accord entre les études. Donc plus il y a de niveau de preuve et plus il y a d'accord entre études, plus on est certain. Voilà. Donc par exemple, le fait que le climat, le réchauffement observé soit dû aux activités humaines, on est tout en haut à droite. Voilà. Par contre, quel va être l'impact du changement climatique sur le phénomène El Niño, que j'étudie? Là, on est plutôt au milieu. Parce que il y a quelques études, elles sont pas forcément toutes d'accord, il y a encore des choses qu'on comprend pas. Donc voilà, donc on se place en fait dans cette matrice en fonction de ce qu'on a comme connaissances disponibles. Et donc c'est pour ça que les rapports du GIEC sont souvent un peu illisibles, parce que il y a à chaque fois ça va être it is virtually certain ou alors but as likely as not. Enfin il y a tous ces termes un peu étranges, mais qui en fait qui ont une traçabilité très précise sur l'origine. Voilà, donc c'est cette diagonale que. Alors le GIEC fait des émules puisque donc cette crédibilité, cette efficacité pour porter un consensus vers les politiques a été démontrée. Donc par exemple, il y a donc cette articulation politique science est assez unique. Donc il y a le GIEC de la biodiversité qui a été lancé récemment. Il y a en discussion de faire un GIEC des migrations, puisque les migrations sont devenues un véritable enjeu de société, et les gens qui s'expriment ou qui conseillent les politiques, il y a aujourd'hui du grand n'importe quoi, ce que j'ai compris. Donc, d'ailleurs, je suis invité le 10 décembre, alors à première réunion, pour parler justement de l'expérience du GIEC et comment ils peuvent s'inspirer ou non de certaines des expériences qu'on a faites. Donc, alors maintenant, controverse fait opinion. Donc là, je reprends ma casquette de citoyens, chercheurs qui essayent de comprendre pourquoi son message n'est pas entendu ou de comprendre comment les sociétés fonctionnent pour voir comment est-ce qu'on peut être le plus efficace, donc déjà, asséner des faits, ça ne suffit pas à convaincre. Ça, pour un scientifique, c'est super étonnant, mais voilà, je pense pour les sociologues ou spécialistes des sociétés humaines parmi vous, c'est une évidence. Mais bon, nous, on découvre. Et une bonne histoire, le narrative en anglais, l'emportera toujours. Ça, quelqu'un qui va raconter quelque chose, qui va être un excellent orateur, qui va dire les plus grosses âneries, mais tellement bien, tout le monde va être là. Ah ouais, Par exemple, notre cher ancien ministre que vous connaissez tous disait, mais comment est-ce qu'on peut prévoir le climat dans 100 ans quand on n'est pas capable de prévoir la météo dans 15 jours, franchement, mesdames et messieurs? Non mais, voilà. Donc et alors ça, on peut se dire, ah oui, mais c'est pas la même chose, le météo et le climat et tout ça. Et en fait, il faut apprendre à sortir des phrases, on peut prévoir le climat dans 100 ans, car je peux prévoir que l'été sera plus chaud que l'hiver. Voilà. Parce qu'on parle de climat et de climat, pas de météo et de climat. Donc c'est pas facile ça, mais il faut s'emparer de ces choses-là et nous-mêmes apprendre à raconter des histoires, mais qui soient justes. Et aussi, on écoute ceux qui nous avons confiance. Ça c'est aussi, voilà. On va avoir plus confiance dans d'une médecin de famille ou l'oncle qu'on adore depuis longtemps qu'un expert qui vient à la télé nous dire des choses. On ne sait pas qui vient, qui le paye, Alors, donc cette notion de confiance, elle est basique, mais alors il y a aussi différencier le jugement. Et ça, souvent, la confusion entre fait et opinion, ça vient de là. C'est le jugement, c'est-à-dire ce qu'on trouve bien, ce qu'on donne de la valeur, des faits, de l'expertise de ce qui est le vrai, et donc de comprendre que le fait scientifique, même avec un degré de certitude faible, je vois que j'ai mis le moins certain et il va falloir que je le change, n'est pas une opinion. Et ça aussi, mais même auprès de journalistes, c'est pas simple. Enfin, c'est de moins en moins de journalistes scientifiques, on en reviendra. Et alors, j'aime beaucoup cette définition de l'idéologie qui est de vouloir plier les faits à l'idée qu'on se fait du bien. Et on voit beaucoup ça, c'est on va prendre des faits et on va les tordre jusqu'à ce qu'ils correspondent à l'idée qu'on se fait de quelque chose qui est bien ou mal. C'est une bonne définition de l'idéologie. Alors, venons-en aux faits et aux théories. Souvent on entend, mais moi monsieur, je me base sur les faits, ou votre histoire ce n'est qu'une théorie. Mais une théorie, c'est un cadre qui permet de relier des faits entre eux. Et sans théorie, les faits, c'est que du chaos. Et sans fait, une théorie, c'est juste une fantaisie, quoi. Voilà. Donc les deux sont intimement liés. Et effectivement, une théorie, c'est une construction. C'est Olivier qui parlait de lunettes hier, qui disait que c'est la lunette à partir duquel on
on comprend les faits qui nous entourent. Et une théorie, elle est réfutable, tout à fait, ça fait partie de la démarche scientifique, mais il faut du temps, il faut suivre la démarche scientifique. Et l'exemple, par exemple, de la tectonique des plaques, où il a fallu 40 ans pour qu'on passe d'une vision des scientifiques d'une Terre fixe à la tectonique des plaques et des plaques qui bougent. Parce que, voilà, effectivement, c'est un gros changement de théorie, mais il a fallu prendre le temps. Voilà. Alors, on est aussi dans un monde de concurrence cognitive terrible. Alors, d'une part, c'est très bien, Internet, ça donne accès à plein de connaissances, mais ça donne aussi accès à plein de n'importe quoi. Il y a aussi un livre que j'avais beaucoup aimé, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La démocratie des crédules, d'un sociologue qui s'appelle Gerald Bronner, qui parle de démocratisme. Donc j'ai le droit de savoir, j'ai le droit de dire, j'ai le droit de décider. Ça, c'est des revendications qu'on entend. Et voilà. Alors, c'est bien, effectivement, mais c'est oublier que des droits sans devoir, ça marche pas. Enfin, voilà. Donc, et cette notion de d'où parle un expert, quand vous avez un expert qui est mais j'ai le droit de venir m'exprimer à la télévision, d'accord, mais vous avez des comptes à rendre à qui? Une personne qui n'a pas de compte à rendre, c'est très embêtant, c'est très louche. Et j'ai passé beaucoup de temps à expliquer à des journalistes pourquoi je refusais les débats avec des négateurs, que moi j'appelle pas les climato-sceptiques, je les appelle des négateurs, en expliquant que moi, quand je viens derrière un micro m'exprimer, je représente des centaines de chercheurs. Je peux pas dire n'importe quoi. Une personne qui vient à titre individuel s'exprimer, il représente que lui-même, il peut dire n'importe quoi. Donc c'est juste. Et puis dès qu'on est dans le même micro, pour le public, on a la même légitimité. Et là, c'est fichu, quoi. Au pire, les gens vont se dire, les scientifiques sont pas d'accord. Au mieux, ils vont se dire c'est pas d'accord. Au pire, je vais m'énerver et puis ça va être un exercice de rhétorique que je vais perdre, etc. Donc c'est du lose-lose, comme on dit. Donc alors les journalistes ont fini par comprendre, ils organisent plus ce genre de choses, mais il a fallu des années de résistance pour y arriver. Alors, à un moment, on s'est dit, c'est parce que les gens savent pas, il faut éduquer, il faut apporter la connaissance. Et en fait, on s'est rendu compte que le degré alors je veux pas utiliser le mot négationnisme, mais c'est pourtant celui-là qu'il faudrait utiliser. Il est déjà utilisé pour nier l'existence des chambres à gaz, mais pour nier le changement climatique. Il faudrait prendre un mot négateur, mais bref, voilà. Le niveau de négateur, en fait, augmente avec la formation scientifique des gens. C'est très étonnant. Alors, pas des chercheurs, évidemment, les chercheurs connaissent la démarche scientifique, mais quelqu'un qui a une formation d'ingénieur, qui a eu une formation scientifique, mais qui ne sait pas ce que c'est que la recherche scientifique, va être beaucoup plus ouvert à des arguments pseudo-scientifiques que vont asséner un ancien ministre, par exemple, que quelqu'un qui n'a pas de culture scientifique et qui va plutôt avoir tendance à faire confiance aux experts. Donc là, donc le niveau d'éducation ça suffit pas. Et en fait, tout ça pour dire que c'est l'ignorance de la démarche scientifique qui va faire qu'on va être crédule vis-à-vis de gens qui ne sont pas experts. Alors, post-vérité, biais cognitif, ça je vais passer rapidement dans ce qu'on appelle les fake news maintenant, c'est dire que les faits objectifs ont moins d'influence pour façonner, pour modeler l'opinion que les appels à l'émotion aux opinions personnelles. Ça c'est quelque chose de connu. Ma vérité vaut autant plus que la vôtre. Ce n'est que votre avis. Ah oui, non. Voilà. C'est donc donc c'est toujours dans ce livre de Gerald Bronner qui, j'ai trouvé ça très intéressant sur comment notre cerveau nous joue des tours. On se dit la démocratie où le plus de gens possible vont émettre un avis, forcément, c'est du bien qui va en sortir. Non, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être encore pire, où il faut faire vraiment attention. Le biais de confirmation, la recherche sélective d'information, biais d'ancrage, biais d'échantillon, il y a plein de biais qui sont très bien connus des sociologues. Pourquoi le plus grand nombre ne va pas forcément arriver à la meilleure vision de ce qui est bien pour le plus grand nombre. Je ne veux pas passer trop de temps là-dedans. J'ai beaucoup aimé ce dessin qui a été fait au moment où un parti politique, je ne dirais pas lequel, a décidé de créer un média qui serait plus objectif vis-à-vis de lui et qui a dit vivement que l'on ait un média qui nous dise la vérité comme on veut qu'elle soit. Toujours cette notion de... et j'ai trouvé ça que c'était assez bien vu. Mais on rigole, mais c'est un vrai souci. C'est où s'informer, les gens n'ont plus confiance dans les médias, parfois pour des bonnes raisons.
Du coup, voilà. Alors effectivement, notre rôle de scientifique, c'est aussi d'écrire des tribunes. Pendant la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle, il y a un moment, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer, a commencé à dire oui, le climat, on n'est pas trop sûr, machin, parce que il avait dû se dire bah tiens, je vais aller chercher des voix là, machin. Donc là, notre rôle de scientifique, c'est de rappeler que non, quand on est responsable politique, on peut pas dire n'importe quoi. Voilà, donc on avait écrit ça. Alors, je vais juste passer sur les négateurs du climat. Donc, encore une fois, moi, je les appelle pas des climato-sceptiques. Je suis un sceptique professionnel. C'est mon métier en tant que chercheur. Hein, le doute et le scepticisme fait partie de ma démarche. Ces gens-là ont une position de déni. Hein, d'ailleurs, en anglais, c'est denier. Et donc, bon, le mot négateur est pas terrible. Enfin, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, alors, il y a plusieurs sous-espèces hein, dans le monde des négateurs. Il y a celui qui dit bon, il n'y a pas de réchauffement. Alors, c'est de plus en plus dur. Donc, il va dire bon, d'accord, mais c'est pas dit activité humaine. C'est de plus en plus dur. Alors, il va dire bon, d'accord, ça se réchauffe, c'est l'activité humaine, mais c'est pas grave. Vous vous souvenez peut-être de ce présentateur télé qui a écrit un livre en disant mais ça va avoir que des effets bénéfiques, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait fait ça il y a quelques années, il serait resté en poste et sans problème. Là, la chaîne de télévision l'a quand même licencié. Donc, c'est là où on voit que la société évolue un peu. Et le dernier type, et qui est beaucoup plus couramment, qu'on voit beaucoup plus maintenant, c'est bon, d'accord, ça se réchauffe, c'est l'activité humaine, c'est grave, mais dormez, braves gens, on va trouver une solution technologique. Hein, c'est-à-dire, pas de problème, on est tellement intelligent. C'est le scientisme. On voit beaucoup de gens qui disent mais qu'est-ce que vous nous embêtez avec vos histoires anti-science, anti-progrès? Là, on va trouver une solution technologique. Et le problème, alors je ne vais pas rentrer dans le détail avant, mais le problème c'est qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, si on veut rester sous 2 degrés, le rythme auquel on émet chaque année, qui est 40 milliards de tonnes de CO2, on a encore un crédit de 1000 milliards de tonnes. Vous faites le calcul, c'est 25 ans. Donc, on a 25 ans pour inverser la courbe. En 25 ans, on n'a pas le temps d'inventer des nouvelles technologies. Il faut faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tout. Hein, mais il faut réduire, il faut changer. Donc, voilà. Mais c'est pas en niant qu'on va arriver à résoudre la solution. Alors, les motivations des négateurs, elles sont très diverses. Il peut y avoir l'ego, de vouloir être sous les feux de la rampe, hein, continuer. Notre ancien ministre, il était plus invité dans les médias, il a trouvé un moyen très efficace de se faire inviter dans les médias. Des intérêts privés, le scientisme, autre idéologie. Hein, c'est très divers, il y a vraiment une zoologie. Alors c'est des gens isolés, et donc le profil type, hein, isolé, les arguments varient. Souvent on va voir les mêmes qui vont passer dans les 4 catégories. Qui vont changer quand vraiment leur position devient plus tenable, bah, ils changent de catégorie, voilà. Et médiatisé, voilà. Non expert mais vernis scientifique, ça aussi il y en a beaucoup. Voilà, donc faut apprendre à les reconnaître. Et alors, je parle là du climat, mais c'est vrai dans plein d'autres domaines. Hein. C'est ce que j'entends des experts de migration qui racontent des choses équivalentes. Quelqu'un qui a écrit un livre, qui n'est pas un chercheur, il a écrit un livre sur l'immigration. On voit jusqu'à Macron qui va en parler en disant il est très bien ce livre alors que c'est un ramassis. Enfin, plutôt, ce n'est pas basé sur la recherche scientifique. Donc c'est une personne dans son coin qui a été très bien. Donc c'est voilà. Et il y a un très bon livre qui permet de décortiquer ça, qui s'appelle Les Marchands de doute. C'est traduit de l'américain, donc c'est Naomi Oreskes qui est une historienne des sciences américaine, Eric Conway qui ont écrit ça. Voilà, depuis les cigarettiers en passant par l'amiante ou d'autres, qui montrent ces mécanismes de gens qui ont semé du doute là où il n'y en avait pas. Alors, quand on parle de relations sens et société, on a souvent, mais oui, mais il y a des scientifiques qui font n'importe quoi, qui trichent, donc je me suis dit, il faut quand même en parler. De la méconduite scientifique, elle existe, hein, faut pas la nier. Alors elle est epsilonesque, mais elle est quand même importante, et surtout on lui fait beaucoup de publicité dans les médias. Donc en gros, c'est des entorses à la démarche scientifique. Alors soit c'est involontaire, dans ce cas-là, bon, on corrige l'article, il y a une erreur qui est passée dans l'étude et que les relecteurs n'ont pas vu. Bon, bah on corrige, hein, on fait. Soit c'est volontaire, on s'en rend compte. Alors là, il y a une mise à l'écart qui est très claire. La réputation scientifique est ternie. C'est en général des gens où le CNRS récemment a licencié. 2 personnes qui avaient fait 2 sur 10 000 chercheurs. Hein, bon, voilà, donc ça c'est quelque chose dont il y a l'aspect institutionnel qui peut être plus ou moins développé suivant les pays. On a souvent dit le CNRS a mis du temps à réagir ou bon, ok, mais la réputation scientifique de ces gens-là, c'est fini. C'est-à-dire que nos réseaux, c'est basé, comme vous savez, beaucoup d'entre vous le savent, c'est basé sur la confiance, sur le fait que les collègues respectent les règles. S'il y en a un qui ne respecte pas les règles, il est éjecté de la communauté.
Alors ensuite, il y a l'expertise qui va être achetée par les intérêts privés. Je parlais des marchands de doute. Donc on sait maintenant par des courriers retrouvés que l'industrie du tabac a financé des chercheurs pour vendre du doute. C'est écrit noir sur blanc dans des lettres. Donc des scientifiques ont été achetés pour ça. Alors bon, mais il y a des choses beaucoup plus insidieuses. Par exemple, l'industrie des entrants et je trouve plus le mot, des produits phytosanitaires, voilà, pour l'agriculture, merci Corinne, ont été mis en cause sur la disparition des abeilles, en disant, oui, vos insecticides tuent des abeilles. Alors oui, c'est fait pour ça un insecticide. Donc ils ont financé des recherches sur les autres sources de mortalité des abeilles. Les pratiques, et c'est un moyen sans être, de remettre en cause le fait que leurs produits tuent des abeilles, de mettre un nuage un peu. Alors effectivement, il y a dans 10% des cas, les abeilles sont tuées par d'autres choses. Mais c'est un moyen de mettre du flou et de faire oublier que 90% vient de... Voilà. Donc bon, c'est un exemple. Donc d'où l'importance des codes éthiques, de bonnes pratiques, la notion de collectif, encore une fois. On peut pas être financé par une industrie de façon collective, c'est des individus. Donc, dès qu'il y a quelqu'un d'isolé, il y a un danger. Et donc, en tant que communauté, on doit faire attention d'être de façon très collective. Et aujourd'hui, chez les climatologues, on réfléchit, on voit l'industrie pharmaceutique ou d'autres. De plus en plus, la société les entreprises vont demander de l'expertise à nous pour prendre en compte comment est-ce qu'on s'organise en tant que communauté pour ne pas avoir de conflit d'intérêts, pour maintenir notre indépendance. C'est des vraies questions. Alors aujourd'hui, on est financé à 95% par l'argent public, mais dans 20 ans, ça ne sera pas forcément le cas. Donc comment on fait? Par exemple, la recherche médicale, c'est très bien organisé en faisant une fondation, la FRM, Fondation pour la recherche médicale, où tout l'argent privé passe forcément par cette fondation. Et donc ça permet de limiter les conflits d'intérêts. Voilà, bon, ça j'ai déjà dit. Alors les médias là-dedans, les médias, on peut en penser ce qu'on veut, ils sont essentiels dans le maillon de passer de la science, de l'expertise, jusqu'à la décision politique. On ne peut pas faire sans médias. On peut déplorer qu'ils marchent mal, qu'ils aussi. Déjà, il y a de moins en moins de journalistes scientifiques, c'est-à-dire de journalistes qui comprennent la démarche scientifique et qui vont pas se faire avoir par quelqu'un qui ne suit pas la démarche scientifique. Et ça, c'est un vrai souci pour nous. Alors quand on va discuter avec Le Monde ou Libération ou d'autres, on est en confiance parce que c'est des journalistes scientifiques qui comprennent comment on fonctionne, on les connaît bien. Quand c'est France 24 qui vous envoie un journaliste qui venait de passer du prix des champignons au climat et qui connaît de rien, tout d'un coup, c'est extrêmement difficile que vos propos soient pas transformés ou je vous ai interviewé, maintenant je vais aller interviewer un négateur ou quelqu'un qui a vu sa récolte tué par une tempête, des choses qui n'ont rien à voir parce qu'il n'y a pas cette connaissance. Donc ça c'est un véritable souci. Ils ont des contraintes, souvent travailler dans l'urgence. La différence de temporalité entre le chercheur et le journaliste est toujours... Quand j'ai travaillé avec ma sœur pour faire le livre, c'était assez intéressant d'ailleurs, vraiment. Moi j'étais là, on prend le temps et tout ça. Elle dit non. Donc il y a des temporalités différentes, faut accepter. Donc apprendre à raconter une histoire simple mais juste. Les lignes rouges. Le contexte, savoir si vous êtes interviewé, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être interviewé ou pas, le format, est-ce que aussi demander la relecture, c'est-à-dire moi maintenant si un journaliste à l'écrit vient me voir en disant je vous ferai pas relire, je peux pas vous faire relire ce que je vais vous faire dire, je dis vous allez trouver quelqu'un d'autre. Pour moi c'est une ligne rouge parce que il y a ensuite si on me fait dire n'importe quoi dans un journal, non, moi ça voilà. Donc les débats faussés, j'en ai parlé. Et puis, c'est un travail de sortir de sa zone de confort, parce que pour les journalistes, nous, on a notre créneau scientifique est quand même étroit, et les journalistes, dès que ça a à voir plus ou moins avec la météo et le climat, bing, ils vous appellent. Donc, il faut forcément élargir. Alors, soit en renvoyer vers d'autres collègues, soit soi-même, en savoir suffisamment pour pouvoir répondre aux questions. Alors, la tribune dont parlait Jean-Louis tout à l'heure, effectivement, le titre que tu as donné, c'était le titre de la version Internet. Ça, c'est la version papier. Donc, il y a eu une série sur la vérité. Alors, ils avaient appelé ça la vérité si je mens. Bon, voilà, c'est le monde des idées quand même. C'est pas bon, bref. Je vais pas donner. Et donc, c'était d'ailleurs, c'était assez intéressant comme idée. Ils ont demandé à un historien, un médecin, etc. C'est quoi pour vous la vérité? Et donc, moi, ils m'avaient demandé en tant que scientifique. Donc, j'ai rédigé mon article. Et puis, j'ai appris que le titre de l'article
c'est pas ni le journaliste ni celui qui écrit la tribune qui le maîtrise. C'est l'éditeur du journal. Donc je dis, est-ce qu'il serait possible d'associer de façon positive science et confiance, qui était le cœur de mon article. Et voilà le résultat. Donc pour dire, j'étais un peu bon. Donc c'est une bataille et l'éditeur il fait quoi? Il veut faire du buzz, il veut attirer, il veut effectivement. Par contre, l'éditeur internet, qui n'est pas le même que l'éditeur papier, lui a écrit voilà la science en toute confiance. Bon, c'est. Alors que faire là-dedans maintenant? J'arrive vers la conclusion. Bon bah il y a pas 36 000 solutions. C'est développer l'esprit critique. C'est comme ça et l'esprit critique c'est d'abord la formation à la démarche scientifique. Donc il y a un problème d'éducation très jeune, et ça, bon, je vais y revenir après. Comment on fait pour être dans le discernement, pas être complètement crédule ou tout est complot et je crois en rien de ce qu'on me dit. Il y a cette belle phrase de Poincaré qui dit « douter de tout, tout croire sont deux solutions également commodes qui nous dispensent de réfléchir ». Et discernement et réflexion. Alors c'est vrai que dans un monde où tout va vite, où c'est du zapping en permanence, etc., bah c'est pas facile. Hein, et voilà, donc retrouver le temps, Alors pour les scientifiques, je pense que déjà c'est de comprendre que les défis scientifiques de ce siècle, c'est plus des défis uniquement technologiques. La dimension humaine, elle est au cœur. On parlait de la génétique hier, le changement climatique. Il y a d'autres défis scientifiques et qui sont vraiment l'homme est au cœur des enjeux. Et ça, c'est une nouveauté. Du coup, alors c'est bien, mais à la fois, ça devient des champs pluridisciplinaires beaucoup plus larges. Hein. C'est pour ça que je salue l'organisation de ce colloque qui est vraiment au cœur de ça. C'est une excellente idée. Voilà, bon, écoutez, sortir de son cocon, se préparer aux attaques. Une fois qu'on a compris que les attaques, c'était pas sur nous, mais sur ce qu'on disait, bon, ça, on est plus relax, quoi. Hein, voilà. Ensuite, reconstruire la confiance avec la société, c'est ouverture, honnêteté, transparence. Le processus du GIEC, hein, je pense que c'est vraiment ça. C'est extrêmement important d'avoir ces trois-là. Et la présence dans l'espace public, pas des gens, laisser des gens parler à votre place. Promouvoir la méthode scientifique et son code éthique. Revigoriser le réseau de la science populaire, hein, les sociétés savantes. Donc la société que vous avez lancée, qui va être un moyen non seulement vis-à-vis de sa profession, mais aussi vis-à-vis des autres sciences et du public, de montrer ce que c'est, comment on fait, c'est quoi les enjeux, et ça c'est vraiment important, et on travaille aussi là-dessus. Donc c'est un véritable enjeu de sortir du laboratoire pour les scientifiques. Donc maintenant on a une formation dès la thèse, c'est des choses qu'on a commencé ces dernières années, où le scientifique va être formé, on explique qu'est-ce que c'est de sortir du laboratoire. Ça s'improvise pas, faut pas, voilà, sinon on peut se brûler les ailes assez facilement. Travailler avec des professionnels de la communication, de la médiation, des sciences humaines et sociales, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Il y a une expertise en dehors de nos laboratoires. On travaille par exemple au niveau formation avec la main à la pâte, qui a pour objectif justement d'augmenter le niveau de connaissance scientifique au primaire. Que des enfants connaissent la démarche scientifique, pas juste qu'ils reçoivent un savoir, mais qu'est-ce que c'est que la démarche scientifique? Ça va les armer pour toute la vie contre les fake news et autres. Voilà. Donc ça c'est vraiment important. Voilà, donc bon, je vais passer sur le reste. Je voulais finir aussi par cette controverse sur l'hygiène, qui est je trouve aussi un bon enseignement de l'histoire. C'est au milieu du 19e siècle, un obstétricien hongrois, donc Ignaz Semmelweis, exerçait à Vienne et il s'est rendu compte qu'il avait deux salles d'accouchement, une salle où il avait 15% de mortalité et une salle où il avait 1% de mortalité. Et en fait, après de longues études, il s'est rendu compte que les médecins accoucheurs de l'œil avaient 15% de mortalité. Ils disséquaient aussi des cadavres dans la salle d'avant et ils arrivaient directement pour... Alors aujourd'hui, ça nous fait tous hurler, etc. Mais donc, il a mené une recherche. Il a introduit le lavage des mains, juste quand il passait, et la mortalité passait de 15 à 1% dans la première salle aussi. Hein, alors, il a été pas du tout reconnu par ses pairs, parce que les pairs, c'était qui? C'était les médecins accoucheurs, où il venait de leur dire, en fait, vous êtes des assassins, vous avez tué 15% des nouveau-nés depuis des années. Alors, c'est un peu dur, voilà. Donc, voilà. Et 10 ans plus tard, Pasteur a découvert les microbes, on a introduit l'hygiène, et l'espérance de vie en France, elle est passée de 40 à 60 ans en quelques dizaines d'années, essentiellement par l'hygiène, qui a permis de limiter. Voilà. Donc, tout ça pour dire que tout n'est pas perdu. Par d'abord la connaissance scientifique, et puis en changeant par l'école, par les habitudes,
notre façon d'interagir avec les autres et les mondes, on peut avoir des changements de grande ampleur. Hein, donc c'est ça qui est encourageant. Alors on a une course contre la montre, mais tout n'est pas perdu. Donc voilà, le défi du changement climatique et de l'environnement, c'est certes un risque, mais c'est aussi une opportunité, je pense, pour nos sociétés. C'est assez excitant de dire voilà, on a ce défi face à nous. Certes, c'est pas facile, etc., mais on va y arriver. Le pacte sans société est au cœur de la démocratie. Il va pas de soi et il faut pas se dire bah c'est bon maintenant, de toute façon, il va rester. Il faut s'en occuper. Hein, et l'entretenir a besoin de l'engagement des scientifiques, de l'école, on a vu, mais aussi de tout le monde et en particulier de vous tous. Voilà, je vais m'arrêter là et merci de votre attention.